Bienvenue dans ce nouveau Face aux électeurs. Les quotidiens du groupe EDRA sont engagés dans la campagne présidentielle en traitant les questions de fond et en faisant vivre le débat à travers un dispositif exceptionnel basé sur un panel de grands témoins issus de toute la partie est de la France. Aujourd'hui, parmi nous, 6 d'entre eux, José, Ingrid, Maxime, Hicham, Delphine et Jean-Luc sont avec nous pour interviewer Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire. Pendant 1h30, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur sur les sujets du quotidien. Jean-Luc Mélenchon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de passer la parole à nos grands témoins, une question d'actualité au sujet de la guerre en Ukraine. Des négociations sont en cours. Quelles sont les conditions d'une paix équitable ? La première de ces conditions, c'est que les Russes sortent d'Ukraine. Parce que la catastrophe, je pèse mes mots de départ, c'est qu'ils soient entrés en Ukraine. Donc en violant une frontière, et donc en rétablissant sur le vieux continent une logique qu'on croyait appartenir au 19e siècle. Ou disons au 20e, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? J'en ai oublié une quand même fameuse de gens qui passaient les frontières, c'est pas les premiers. Mais on pensait qu'on avait tout ça derrière nous. Et puis, donc ça c'est la première condition, ça va donc avec le cessez-le-feu. Ensuite, il faut une paix durable. Donc il y a deux choses à immédiatement pourvoir. Un, les dégâts, parce que les Russes ont quand même tout cassé. Il va falloir reconstruire et sécuriser. Nous autres Français, nous sommes directement concernés par la sécurisation des centrales nucléaires ukrainiennes. D'ailleurs, je propose que dès maintenant, on puisse y détacher des casques bleus sous commandement de l'ONU. Et je disais que si je suis élu dans un mois, je proposerai les Français pour aller faire casque bleu là-bas. Parce que c'est terrifiant de penser qu'il y a le sarcophage de Tchernobyl qui est là-bas, plus tous ces réacteurs. Donc, vu le sens de tourne de la Terre et du vent, c'est pour nous, quoi. Donc il y a ça, plus évidemment le danger de voir la mer Méditerranée polluée, puisque tout ça est connecté. Les gens ne savent pas souvent qu'on est riverain de Sotchi et de tout ça. Ça, c'est le point de départ. Et puis après, il faut aborder les questions qui fâchent. Et il y en a pas mal, qui sont liées aux frontières. Alors, tout vient du point de départ, c'est que, pour la première fois dans l'histoire moderne, je dis moderne pour dire le XXe siècle, un empire s'effondre et on ne discute pas de la suite. Ça avait été le cas après la Première Guerre mondiale, ça a été le cas après la Deuxième Guerre mondiale, les frontières ont été discutées. Et là, l'empire soviétique s'est effondré, et on n'a jamais discuté. Donc on se trouve héritier de décisions qui ont été prises par le bureau politique du Parti communiste de l'URSS pour des besoins qui étaient propres au mouvement communiste à cette époque, comme par exemple rattacher la Crimée à l'Ukraine. C'est Khrouchtchev qui a décidé ça tout seul. Ou des régions qu'on attribuait, par exemple, la région du Donbass a été attribuée à l'Ukraine de manière à ce qu'elle ait une sorte de poumon industriel. Bref, encore là, c'est des décisions. Il y a d'autres endroits, ça s'est fait à la va comme je te pousse. Donc il reste plein de litiges. Il en reste en Géorgie, il en reste là, bien sûr, en Ukraine, au sud de l'Ukraine, au-dessus la Transnistrie, je crois que ça s'appelle, à cet endroit-là, qui, eux, veulent être attachés à la Russie, enfin bref. Et puis, moi j'ai fait le compte, il y a 14 conflits de frontières sur le vieux continent. Et une partie est dans les anciens pays de l'Est, mais pas que, parce qu'il y a des questions qu'on a cachées sous le tapis en se disant passons à la suite, on en parlera une autre fois. Mais enfin, il n'y a pas longtemps, il y a eu toute une histoire avec la Catalogne espagnole indépendante. À quoi les Européens avaient dit, si vous êtes indépendant, on ne vous prend pas. Peut-être bien, mais ça ne peut pas être une réponse, ça. Même problème avec l'Écosse. Donc nous avons beaucoup. Il vaudrait mieux qu'on ait une conférence extraordinaire sur les frontières, maintenant avec tous ceux qui ont des problèmes, et qu'on mette au point une méthode, la même pour tout le monde. Sinon, on se retrouve avec l'OTAN qui intervient en Yougoslavie, si vous vous en souvenez. On a bombardé copieusement les Serbes. On a créé un État, paraît-il, le Kosovo. Maintenant, ça recommence à l'autre bout. Jusqu'où et jusqu'à quand? Donc moi, je crains beaucoup une situation que personne ne maîtrise. D'autant que, pardon, je suis un peu long, mais c'est des choses fines. Vous comprenez, M. Poutine, a l'ampleur du crime, il faut qu'on le comprenne. C'est qu'il applique une stratégie politique et militaire à laquelle nous n'avons pas de réponse. C'est la stratégie du fou au fort. C'est-à-dire, il envahit, il est une puissance nucléaire, puis il dit alors, venez me chercher, tout le monde dit on se calme, parce que tout le monde est nucléarisé. Donc la stratégie du fou au fort, elle a été appliquée une fois, maintenant ça modifie complètement toute notre vision du monde. Et nous autres Français, avant les autres. Pourquoi? Parce que toute notre stratégie de défense repose sur la dissuasion nucléaire.
Normalement, si nous aimions les Ukrainiens autant que nous le disons, normalement, on devrait les considérer comme de nos intérêts vitaux, on aurait dû frapper. On ne l'a pas fait, heureusement, hein, je ne demande pas qu'on fasse. Mais c'est pour vous dire qu'on a là une impasse stratégique. Il faut réfléchir à ces problèmes pour que nous, Français, au moins nous, parce que moi je me sens responsable de ça, nous soyons à l'abri. Donc ça, c'est le troisième élément. Et donc, dans le cas précis du rapport Ukraine-Russie, je pense qu'on en viendra assez rapidement à la question de la neutralité de l'Ukraine. Parce que ça avait déjà été voté en 1991, il faut reconnaître que les Ukrainiens ont tenu parole sur un point important, qui était le fait que tout ce qui était armement nucléaire qui était stocké en Ukraine, a été déblayé de là. Mais maintenant, les Russes se sentent menacés. Sans doute faudra-t-il que des deux côtés, on abaisse la menace. Côté ouest, il faut démanteler les batteries antimissiles que nous avons installées en Pologne, et le président Hollande a eu absolument tort d'accepter ça. Et côté Est, en tout cas, si c'est moi qui m'en occupe, je leur mettrai l'addition tout de suite sur la table. Je leur dirai, les missiles de moyenne portée que vous avez 500 à 5000 km, vous les démontez, parce que c'est pour nous. Et qui est-ce qui est à 500 ou à 5000? C'est nous. Donc, nous ne pouvons pas accepter ça. Et donc, je pense qu'on aura à nouveau une discussion sur ce type de missiles, parce que du temps de la guerre froide, ça devient un paradoxe, on était plus tranquille quand il y avait la guerre froide que maintenant. Il y avait eu un accord sur le sujet. Et les Russes, je crois, les premiers ont fait un tir depuis la mer Noire sur la Syrie. Du coup, les Américains ont dit, ah ben si c'est comme ça, il n'y a plus d'accord qui tiennent. Et nous voilà dans une situation... Voilà. Je termine en vous disant que pour ma part, j'ai au moins deux sujets que je mettrai sur la table comme conséquence de ce que j'ai vu dans cette situation. Premièrement, de nouveau à l'ONU, la discussion sur le désarmement mondial. Alors, il est évident que ce n'est pas nous qui allons commencer, on n'est pas les plus armés. Mais nous aurons aussi la question des armes bactériologiques, puisque vous savez qu'aujourd'hui, on parle des armes chimiques, qui sont en danger épouvantable. On a décidé ça en 1993, qu'il n'y aurait plus d'armes chimiques, mais personne n'accepte de se faire contrôler. 30 ans après, ni les Américains ni les Russes n'ont fini, ni même commencé de démanteler leur truc. Mais l'arme bactériologique, alors là, personne ne veut être contrôlé. Moi, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il faut refaire l'alarme, il faut sonner le tocsin, dire, écoutez, ça va, on a vu une fois ce que vous êtes capable de faire, l'un ou l'autre, hein, ou là, c'est les Russes, pas question qu'on vous laisse stocker des armes bactériologiques chez l'un ou chez l'autre. Jean-Luc Mélenchon, à votre avis, la Crimée doit-elle rester russe ou revenir à l'Ukraine? Alors, moi je pense historiquement, mais vous savez, aujourd'hui, il faut se méfier de toute parole, parce que je ne vais pas prononcer une seule parole qui puisse aller tout compliquer, tout rendre... Bon, historiquement, la Crimée était russe, mais en attendant, politiquement, elle était ukrainienne. Donc, les Russes n'avaient pas à l'annexer. Mais quand on leur dit ça, ils nous disent, bah, vous n'êtes pas encombrés de tels prétextes pour créer l'État du Kosovo, qui n'existait pas, carrément. On l'a créé, et puis bon. Donc, je pense que ce n'est pas le moment. Mais naturellement que la question va être posée à la fin, il va bien falloir que quelqu'un décide. Je pense que le mieux, c'est les référendums sous contrôle international de l'ONU, que ce soit pour la Crimée, le Kosovo, ou partout où il y a un problème. Enfin, qu'on demande aux populations ce qu'elles veulent, au lieu d'en rester à des positions de rapport de force qui nous conduisent inéluctablement à la guerre. Le président Mitterrand avait dit le nationalisme, c'est la guerre. Notez bien qu'il avait dit le nationalisme, pas le patriotisme. Hein. Aimer son pays, c'est une chose. Détester les autres, c'en est une autre. Ou bien les considérer comme de moindre qualité et de moindre importance. Donc je crois qu'il n'y a pas d'issue possible à la question de la Crimée, et peut-être du Donbass aussi, sans référendum. On avait un bon petit groupe là avec les Allemands, les Russes et les Ukrainiens, et il faudrait que peut-être tout ça redémarre. Mais là, ils sont en train de discuter. Je vous mets en garde, ne pas croire ce qui se dit tant que tout n'est pas réglé. Parce que chacun y va de son petit numéro pour intoxiquer la presse mondiale. Et là, en ce moment, quand les Russes disent on avance beaucoup, moi, j'en sais rien. Quand monsieur, et je ne m'y crois pas, et quand M. Zelensky dit on avance, bah, je suis obligé de dire il y a un problème, parce que la dernière fois qu'il a dit ça, c'était pour nous dire qu'il n'y avait pas de danger. Et moi, j'ai repris ce qu'a dit M. Zelensky à l'époque, je l'ai cru. D'autant que l'état-major militaire français disait la même chose. Il disait les Américains exagèrent, et ça, bah, c'est quand même les Américains qui avaient raison ce coup-là. Et ça, je m'en rappellerai. Hein.